Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdemoiselles, messieurs les étudiants, madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à cette ultime session relative au semestre 4, Histoire des idées, au XXe siècle, pour déterminer avec vous un certain nombre d'événements philosophiques et intellectuels qui auront marqué cette fin du XXe siècle. On aura d'abord à l'esprit qu'il n'aurait pas été possible pour moi d'assurer pour vous ces rencontres didactiques sans l'appui effectif et efficient de notre personnel administratif que je voudrais remercier avec principalement notre secrétaire général, Si Rachid Daoudi. Merci aussi à Si Bizri pour la partie logistique et déplacement, ainsi que Si Oubla, notre maître des clés. Alors, si vous le permettez, avant d'entrer plus en avant dans ce qui constituera pour nous le fond didactique de cette capsule, j'aimerais tout d'abord revenir sur des éléments que j'avais probablement explicités, mais peut-être pas suffisamment, et qui pourraient constituer pour vous des écueils interprétatifs ou quelque chose qui serait de l'ordre d'une difficulté à saisir le plein champ de ce que je me proposais d'expliciter pour vous. J'en reviens aux capsules 1, 2 et 3, et surtout à la première capsule dans laquelle j'avais parlé de l'existentialisme et des fondateurs supposés, actifs ou qui l'ont été par la suite. J'avais parlé par exemple de Jean-Jacques Rousseau, et je me suis rendu compte en revisionnant cette capsule que je n'avais peut-être pas suffisamment montré et illustré la valeur existentialiste, entre guillemets, de Jean-Jacques Rousseau. Il faut bien se dire que ce philosophe du XVIIIe aura été existentialiste dans sa vie personnelle. Pour en revenir assez rapidement, il connaît un certain nombre, il est orphelin, il quitte Genève, il va en France, il a un certain nombre de déboires financiers, matériels, etc. Et à un moment de sa vie, parvenu à une espèce de gloire, dans la mesure où il avait produit un opéra, c'était un passionné de musique, il avait produit un opéra qui s'appelait Le Devin du village, et cet opéra est montré à la cour de Louis XIV. Il plaît même à ce dernier, qui se propose de le pensionner et de faire de lui une espèce de philosophe administratif. Et au moment où il va être reçu à la cour de Louis XIV, eh bien Jean-Jacques Rousseau se ravise et refuse cette distinction, il refuse cet avantage matériel parce qu'il pense qu'un philosophe n'a pas à être récupéré. Vous voyez, donc quelqu'un qui a mis toujours ses principes en avant par rapport à son état matériel. Et quittant la cour, il va se retrouver à Montmorency dans une petite dépendance avec une lingère avec laquelle il aura 5 enfants et une vie un petit peu frustre du point de vue socio-économique. De la même manière, Jean-Jacques Rousseau, lorsqu'il a publié l'Émile, ou lorsqu'il a publié La Nouvelle Héloïse, a bien montré le caractère existentialiste qu'il pouvait y avoir dans l'aliénation qui était faite à l'enfant par la société à travers l'éducation et à travers cette espèce de primitivisme infantile et enfantin dans la morale chrétienne, judéo-chrétienne, de celle par exemple de la conception adamique de la faute, du péché, etc. Il trouvait que c'était une façon un petit peu négative de limiter les potentialités de l'enfant et son existence individuelle. Dans La Nouvelle Héloïse, c'est pareil, il montre bien comment cette jeune femme, Julie, va, malgré toutes les contingences qui sont les siennes, matrimoniales, sociales, idéologiques, etc., eh bien, elle va donner à sa vie un sens qui sera en adéquation, même à travers l'infidélité, en adéquation avec sa philosophie personnelle. Je n'ai pas pu aborder un philosophe qui était Nietzsche,
et parce que dans une capsule de 30 minutes, il faut quelque part être hyperbolique, et donc il faut être un peu synthétique, et il faut résumer les choses. Mais on pourrait dire aussi de Nietzsche qu'il a été existentialiste parce que il a lui aussi mis sa vie au service de ses principes fondamentaux et personnels. Par exemple, Nietzsche fréquente Wagner, et ils se mutualisent l'un l'autre du point de vue de l'univers musical avec les racines européennes et latines en arrière-plan. Mais lorsque ce grand musicien Wagner va produire un opéra pour le Troisième Reich, Nietzsche va s'en séparer, parce qu'il a considéré que Wagner a trahi l'esprit, comment dirais-je, antique, en lui adjuvant une morale chrétienne. Et donc, il va se défaire d'un parterre d'intellectuels, de gens du monde, etc., qui aurait pu lui permettre d'asseoir une espèce de notoriété socio-culturelle. Et il va prendre les chemins en solitaire et aller à Sils Maria, à Naples et ailleurs, pour parcourir une vie de bohème, d'ascète et de philosophe introspectif. Hein. Et je signalerai que la pensée nietzschéenne, elle est aussi existentialiste dans cet aphorisme que l'on retrouve dans Ainsi parlait Zarathustra, qui est une espèce d'invite au lecteur, à travers laquelle Nietzsche demande à tout un chacun d'agir selon ses principes, à travers cette expression qui est « deviens ce que tu es ». Quelle meilleure expression d'existentialiste. Deviens ce que tu es. Lorsque j'avais abordé dans une autre capsule, la capsule 2, je me souviens, l'aphorisme sartrien de « la vie n'est pas ce qu'elle est et est ce qu'elle n'est pas », j'avais dit que la vie, elle est constante, elle n'est pas constante, elle est active, elle est dynamique, elle est en constant mouvement. Et on en voudrait pour preuve que, par exemple, la pensée d'un philosophe du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui était Héraclite, qui avait dit cette formule célèbre qui est « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Quelle autre pensée existentialiste pourrions-nous avoir? C'est-à-dire qu'un individu qui se baignerait une fois ne retrouverait pas la même eau en se baignant, et lui-même, se baignant, ne serait pas le même baigneur qu'il avait été auparavant. Hein. Ce qui montre quelque part une dynamique du vivant qui n'est pas logique, mais qui est biologique, et pour l'être humain, psychologique. Hein. Je vous signale que chez l'être humain, il y a toujours une dimension assez particulière de cette considération du temps. Hein. Si on a inventé le calendrier, c'est aussi pour le principe de l'éternel retour. Le fait que quelque chose qui normalement est censé se dérouler de moins l'infini vers plus l'infini, eh bien sous une illusion socioculturelle, réapparaît à travers le cycle des saisons, les années, etc. Et c'est un peu rassurant pour l'esprit humain. Probablement, dans la capsule numéro 2, avez-vous souvenir de ce que j'avais indiqué lorsque Sartre critiquait ce qu'il appelait la mauvaise foi? J'aimerais que tous les auditeurs et tous les étudiants comprennent bien que la foi dont il s'agissait ici, si ça avait été à l'écrit, vous auriez vu les guillemets. Hein. Ça n'est pas la foi, la croyance logique ici. Hein. Ici, la foi, c'est l'opinion. La mauvaise foi étant nia. La foi, c'est nia. Donc, lorsqu'il parle de mauvaise foi, il parle de nia, quelqu'un qui n'agit pas par rapport à des éléments qui seraient des éléments tout à fait construits dans son rapport aux choses. La vie n'est pas logique, et si par exemple vous prenez le darwinisme, qui présuppose qu'il y aurait une espèce d'évolutionnisme logique et même, comment dirais-je, ayant un sens, eh bien, je vous signale que les théories de Darwin sont réfutées de plus en plus par des gens tout à fait crédibles et sérieux, des scientifiques qui disent que le vivant
ne peut pas dépendre de quelque chose qui serait de l'ordre du hasard. Il y a une nécessité, mais une nécessité à laquelle il faudrait attribuer une espèce de régisseur divin, de régisseur, je ne sais pas, naturel, mais que quelque part, ça n'est pas quelque chose qui est fortuit. Je vous donne un exemple. Par exemple, la nature ne connaît pas la logique parce que des espèces qui étaient parfaitement adaptées à leur isotope, à leur milieu, n'ont pas survécu. Alors que des espèces totalement inadaptées ont survécu depuis 450 millions d'années. Vous regardez un animal tout à fait bizarre qui s'appelle le nautile, eh bien c'est un fossile vivant qui se déplace en marche arrière, qui a les yeux derrière la tête. Il existe encore. D'après Darwin, il n'aurait pas dû exister. L'ornithorynque, un mammifère qui pond des œufs. Des plantes qui sont carnivores. Vous voyez bien que là, ça dépasse le logique, mais c'est du biologique. Voilà. Donc si vous le voyez bien, pour cette capsule relative au semestre 4 de l'histoire des idées 20e siècle, il m'avait semblé opportun d'aborder pour vous, et avec vous, des courants qui ont été prégnants dans ce milieu du 20e siècle, à savoir le structuralisme, puis le post-structuralisme avec la figure du post-modernisme. Je vais d'abord aborder, si vous le voulez bien, ce qu'il y a eu avant le structuralisme, avant ce qu'on a appelé la nouvelle critique, la néocritique, avec des fondateurs comme par exemple Roland Barthes. Avant la nouvelle critique, il y a eu ce qu'on avait appelé la paléocritique, la critique traditionnelle. Donc j'ai parlé d'abord de la paléocritique, la critique ancienne, qu'on a appelée la critique biographique, critique historique, la critique d'érudition et la critique du goût. J'y reviendrai tout à l'heure. Les fondateurs du structuralisme, ceux qu'on va appeler les pré-structuralistes, puis les structuralistes, ce sera notre grand 3 à partir des années 60, et ensuite, dans les années 80-90, les post-structuralistes qui ont été aussi les post-modernistes. Et je conclurai par une évaluation globalisante et peut-être une ouverture, comme on fait dans les dissertations, une ouverture sur un champ plus élargi. Alors, la paléocritique ou critique biographique, historique, d'érudition et de goût. On la doit à un certain nombre de critiques du milieu et de la fin du 19e et du début du 20e. Pour parler des critiques traditionnelles et traditionnalistes, il faudrait d'abord parler de Sainte-Beuve, ce qu'on a appelé la critique historique, et aussi d'Ernest Renan. Ernest Renan, qui avait dit, dans un sujet qui est généralement donné aux étudiants dans les dissertations et au baccalauréat en français et au lycée, Ernest Renan qui avait énoncé, et je vous donne cette citation, « Il n'est de véritable admiration qu'historique. Il n'est, naître, il n'y a pas de vraie admiration autre qu'une admiration historique. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour les gens du 19e, du milieu 19e, fin 19e, c'est-à-dire pour les positivistes, eh bien, on ne pouvait pas apprécier une œuvre si on ne s'attachait pas d'abord à déterminer le contexte historique dans lequel elle avait été produite. Il y a un rapport dans cette trilogie entre l'histoire, l'œuvre et l'auteur. L'œuvre est un produit historique et l'auteur est aussi un produit historique, d'après sa biographie. Et donc, pour eux, il faudrait pouvoir s'attacher à déterminer les tenants et les aboutissants de la création littéraire en fonction de la biographie de l'auteur, mais aussi en fonction du contexte socio-historique au moment où elle a été produite. Ce à quoi on pourrait rétorquer à Ernest Renan qu'on n'a pas forcément besoin de connaître la production historique de cette œuvre. Je donne un exemple. Je n'ai pas besoin de savoir qui était Homère, à quel siècle il appartenait et dans quelle société il vivait pour apprécier une grande œuvre comme l'Iliade et l'Odyssée.
De la même manière, je n'ai pas besoin de savoir qui était Cervantes pour apprécier Don Quichotte, ou Shakespeare pour apprécier Hamlet, le roi Lear, etc. Hein, pourquoi? Parce que ce sont des œuvres majeures qui dépassent l'espace et le temps, hein, parce qu'elles touchent à l'humain, et elles touchent au fondement de la condition humaine, la vie, l'amour, la mort. Donc cette critique historique avait le vent en poupe, si vous me permettez l'expression, depuis Sainte-Beuve, Renan, mais aussi avec comment dirais-je, des contemporains, comme par exemple Picard, que ensuite Roland Barthes a critiqué à travers un article. Donc il était de bon ton à l'époque de mesurer l'œuvre à l'aune d'un certain nombre de référents externes. Grand 2. S'il fallait parler des fondateurs du structuralisme, fondateurs entre guillemets, on devrait d'abord parler de Ferdinand de Saussure, que nos étudiants connaissent bien, sûrement, obligatoirement, dans ce qu'il a énoncé dans les rapports entre l'arbitraire du signe, le signifié et le signifiant, hein, et dans le fait que Ferdinand de Saussure est le chantre d'un structuralisme linguistique. Saussure a montré le primat de l'axe synchronique dans l'étude des langues vis-à-vis de l'axe diachronique. Il a dit, pour étudier une langue, c'est bien de voir la dimension de son évolution historique, mais il faut aussi arrêter à un moment donné la vue que l'on a par rapport à cette langue et voir ce qui se fait dans d'autres langues. Hein. Prendre un instantané et voir de manière transversale ce qu'il en est dans d'autres idiomes. Hein. Donc Saussure a institué un structuralisme linguistique. De la même manière qu'en poésie, Stéphane Mallarmé a institué à travers l'hermétisme, à travers ce qui va déboucher sur les Parnassiens et d'autres écoles littéraires et poétiques, il a institué le rapport entre la structure et le fonctionnement dans la poésie. Et vous voyez bien que là, ça fonctionne tout à fait bien. Hein. Et comment l'un enrichit et se nourrit de l'autre. On doit parler pour la linguistique, pour les précurseurs du structuralisme, du cercle de Moscou et de Roman Jakobson. Le cercle de Moscou, ceux qu'on appelait les formalistes russes, entre 1915 et 1924, a réuni des linguistes et des gens qui s'adonnaient un peu à la critique littéraire et a voulu dépoussiérer justement cette critique historique, cette critique du goût, cette critique d'érudition antérieure, en disant qu'il fallait s'attacher à s'extraire de l'immanence du texte. Il fallait considérer le texte en tant que tel et ne plus le voir selon des rapports liés à l'autobiographie, la biographie, l'intertexte, le péritexte, l'infratexte, etc. Le cercle de Moscou qui sera, comment dirais-je, mis hors jeu par Staline et qui devra se recomposer à Prague, en Tchécoslovaquie, ce qui donnera le cercle de Prague, encore une fois avec Roman Jakobson, mais comme adjuvant, Boris Tomaszewski, Vladimir Prop, que l'étude de catégorie du récit convoque dans un certain nombre d'éléments particuliers, par exemple à travers la sémiocritique et l'étude des contes chez Vladimir Prop ou la textologie fondée par Tomaszewski. Voilà, ça c'était les précurseurs du structuralisme. Pour les structuralistes avoués et les structuralistes affirmés, dans les années 1960, nous allons aborder ceci selon différents axes. D'abord, qu'est-ce que le structuralisme? La définition du structuralisme, c'est l'étude des faits comme étant des structures. Un fait est une structure.
comme étant aussi un ensemble dont on cherche à identifier les constituants et les relations que ces structures ont les unes par rapport aux autres. Vous voyez, dans le structuralisme, il y a fait, structure, relation entre constituants en interne. Les structuralistes et le structuralisme a touché à la fois la linguistique, l'ethnologie avec Claude Lévi-Strauss, la sociologie, Pierre Bourdieu, la psychanalyse, Jacques Lacan, la critique littéraire, Roland Barthes, et tous ces adeptes du structuralisme ont, comment dirais-je, eu tendance à s'apparenter du point de vue méthodologique en constituant des grilles d'analyse, des classes d'appartenance, une propension à catégoriser. Et c'est ce qu'on leur reprochera un peu plus tard. On a parlé de structuralisme à travers ce qui a été déterminé comme étant la nouvelle critique par rapport à la paléocritique ou ancienne critique, qu'on a appelé aussi la néocritique. Néo, c'est le contraire de paléo, hein, avant, après, nouveau, ancien. Et cette critique a été appelée aussi critique scientifique, critique de science et critique d'interprétation, à l'opposé de la critique de goût. Cette nouvelle critique ou néocritique se composait de ce qu'on a appelé poétiquement les mystico-esthétiques, ceux qui étaient à la fois mystiques et qui professaient l'esthétique, hein, le goût, avec par exemple Gaston Bachelard. Bachelard qui a travaillé sur l'imagination poétique. Jean-Pierre Richard, un autre critique, qui a parlé de la critique thématique et du rôle des sensations. Georges Poulet, qui a parlé, lui, du rapport entre le temps et l'espace dans l'œuvre littéraire. Donc, le premier groupe de cette nouvelle critique, les mystico-esthétiques. Le second groupe est caractérisé par ce qu'on a appelé les scientifiques. Et dans les scientifiques, on a mis Lucien Goldman, dont j'avais déjà parlé dans une capsule antérieure, Le Dieu caché, par exemple, et Roland Barthes. Roland Barthes appartient à ce qu'on a appelé la branche mécanicienne. La branche mécanicienne dans la manière qu'il a eu de considérer le texte littéraire, en opposition à la branche logicienne à laquelle appartenaient Gérard Genette, Tsvetan Todorov ou Grémas. Hein. Roland Barthes, 1915-1981, le représentant, le pape, dirions-nous, de la sémiologie, l'étude des signes, est celui qui s'est opposé à Bertrand Piccard, hein, la critique historique dont je vous avais parlé. Ce même Bertrand Piccard qui a répondu en parlant pour la nouvelle critique de nouvelle critique ou nouvelle imposture. D'autres critiques se sont aussi portés à l'assaut de cette nouvelle critique. Par exemple, quelqu'un comme Serge Dubrovsky, qui appartenait au structuralisme, a trouvé que le structuralisme avait tendance à être trop réducteur par rapport à la dimension littéraire du texte. Hein. Et donc Serge Dubrovsky a fondé la sociocritique.